Imaginez un instant, juste quelques secondes, prendre consciencieusement des dizaines, voire des centaines d'euros et les jeter directement dans les toilettes. Oh bah, une image très poétique pour commencer, merci. Non mais c'est vrai, chaque mois, année après année, c'est complètement absurde. Mais selon l'analyse de fond qu'on va aborder aujourd'hui, c'est très exactement ce que font des millions de personnes chaque matin. Tout à fait. Ils avalent des poignées de vitamine C complètement surdosées, juste pour obtenir au final une urine d'un jaune fluorescent. Et franchement, nous sommes en mars 2026 et l'ère de la supplémentation de masse, tu sais, cette époque où l'on consommait des pilules au havre en espérant un miracle, elle est officiellement morte. Morte et enterrée, oui. On a vraiment basculé dans ce qu'on appelle désormais la nutrition de précision. Et notre exploration d'aujourd'hui, elle s'appuie sur un corpus documentaire vraiment fascinant. On parle d'un article de fond rédigé par Sacha Coadan. le président de Supernutrition, c'est ça? Exactement. Et ce texte a été passé au crible par Florian, de la publication Monde de la Santé. C'est un document qui déconstruit, avec une rigueur absolue, toutes les illusions qui entouraient jusqu'ici les compléments alimentaires. C'est vraiment une lecture qui remet les idées en place. C'est le but de cette plongée au cœur de nos sources. L'idée, c'est d'offrir à notre auditoire un raccourci direct vers la véritable littératie scientifique. Fini le temps des promesses marketing qu'on avale à l'aveugle, quoi. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'appréhender des mécanismes biochimiques concrets, Et par mécanisme concret, on parle de biodisponibilité, de synergie moléculaire. de génomique individuelle aussi. C'est l'hyper important. C'est uniquement en comprenant le fonctionnement interne de ces processus qu'on parvient à optimiser son énergie, sans se faire piéger par l'industrie. Bon, décortiquons ça parce que la source attaque d'emblée un biais cognitif massif. C'est cette association automatique qu'on fait tous entre ce qui est naturel et ce qui est sécuritaire. Ah oui, le fameux mythe d'une naturelle. C'est un raccourci intellectuel terrifiant en fait. Moi j'aime bien comparer ça à une balade en forêt. C'est un peu comme se promener tranquillement et tomber nez à nez avec un ours de 300 kilos. Je vois très bien où tu veux en venir. L'ours, il est 100% naturel, on est d'accord. Il vit à l'état sauvage, il est complètement bio, il n'a jamais vu de pesticides de sa vie, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il est inoffensif pour notre intégrité physique. Ah bah non, clairement pas. Une molécule active, qu'elle soit synthétisée dans un laboratoire stérile ou extraite d'une racine millénaire, ça reste une molécule active, avec des effets réels. C'est ça. Le texte de Sacha Codan illustre ce mécanisme avec le cas des oméga-3. Que ces acides gras proviennent d'algues cultivées ou de poissons des profondeurs, ils ne se contentent pas de voyager passivement dans notre système digestif. Ils ont une action mécanique redoutable. Il fluidifie le sang, non? Exactement. Ils fluidifient la circulation sanguine et modifient la souplesse même de nos membranes cellulaires. Donc c'est une intervention physiologique profonde. Ce qui veut dire que si quelqu'un a déjà un traitement... Voilà, en cas de traitement anticoagulant préexistant, ajouter une forte dose d'oméga-3, même s'ils sont estampillés naturels, ça peut provoquer des hémorragies. Ah ouais, c'est pas anodin du tout. Pas du tout. La sécurité, elle ne se lit pas sur une étiquette verdoyante avec des petites feuilles dessinées dessus. Elle s'évalue par la connaissance des interactions métaboliques. Et la source insiste lourdement sur la nécessité de consulter le portail de Nutrivigilance. Au moindre effet inattendu, j'imagine. C'est ça. Et de privilégier des extraits dont la pureté est certifiée par des laboratoires indépendants. Mais même en admettant qu'on choisisse l'algue la plus pure du monde, le document pointe du doigt un autre piège psychologique tenace. C'est l'idée que saturer le corps d'une bonne chose va forcément démultiplier les bénéfices. Le fameux « plus c'est mieux ». Voilà, on passe du mythe du naturel à la tyrannie de l'excès. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette logique de l'excès, elle viole la règle fondamentale de toute biologie, l'homéostasie. L'équilibre du corps, pour ceux qui nous écoutent. Exactement. Le corps humain ne cherche jamais la performance absolue, il cherche son équilibre. Le document détaille le fonctionnement de nos transporteurs membranaires. En fait, il faut imaginer ces transporteurs comme de petites portes d'entrée situées à la surface de nos cellules. D'accord? Et le truc, c'est que leurs capacités d'absorption sont physiquement saturables. Une fois que toutes les portes sont franchies et occupées pour des nutriments, tout ce qui reste à l'extérieur est refoulé. Fermeture des portes terminée. D'où le gaspillage métabolique et financier dont on parlait au début avec la vitamine C. Si on ingère une dose massive, l'organisme prend juste ce dont il a besoin pour maintenir son équilibre. C'est ça? Et ensuite, l'élimination rénale ou digestive se charge de purger absolument tout le reste. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le moindre des mots. Parce que l'article met en garde contre un phénomène bien plus destructeur. Un surdosage peut inverser la nature même de la molécule. Attends, inversé?
Genre, le truc censé nous faire du bien devient toxique? Exactement. Le cas des antioxydants est un cas d'école. À dose physiologique, normale, ils neutralisent les radicaux libres et protègent les tissus. Tout va bien. Mais en cas d'excès massif, leur charge chimique bascule. Ils déclenchent un stress qu'on appelle pro-oxydant. Ah, l'ironie du sort. Ils agressent et fatiguent les cellules qu'ils étaient justement censés protéger. C'est pour cette raison que l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a dû instaurer des Upper Intake Levels. Des seuils de toxicité stricts, quoi. C'est une question de survie pour notre foie, particulièrement pour les vitamines liposolubles comme la A et la D. Contrairement à la vitamine C, elle ne s'évacue pas par les fluides. Elle s'enquiste dans le foie et y provoque des ravages en s'accumulant au fil du temps. En même temps, c'est hyper logique. Si notre corps rejette avec autant de violence ces nutriments lorsqu'ils sont artificiellement isolés et concentrés à l'extrême, c'est parce que, d'un point de vue évolutif, il n'a jamais été programmé pour les recevoir comme ça. Bien sûr. Pendant des millénaires, notre biologie, elle a extrait le magnésium, les vitamines, les minéraux, directement au sein de structures organiques d'une immense complexité. Dans la vraie nourriture, en fait. On aborde ici le concept architectural de la matrice alimentaire. Une gélule isolée, même super chère, ne reproduira jamais la réalité tridimensionnelle d'un aliment. Un exemple, Prenons un brocoli entier. On y trouve des fibres, des vitamines, des polyphénols, des enzymes de digestion. Toute cette coexistence crée ce qu'on appelle l'effet entourage. l'effet entourage, oui. Oui, ces milliers de composés entrent en synergie. Ils ralentissent l'absorption, protègent les principes actifs de l'acidité gastrique et guident littéralement la molécule jusqu'à la bonne cible cellulaire. Alors là, je me permets une objection majeure. Parce que l'article lui-même souligne un paradoxe hyper intéressant de notre époque. La théorie de la matrice alimentaire, elle est splendide sur le papier. Mais dans la pratique de 2026, Voilà. La source confirme que les sols agricoles actuels sont complètement exsangues. Ils ont été lessivés par des décennies de culture intensive. Si la carotte ou le brocoli contemporain ne contient plus qu'une fraction microscopique des nutriments de celui de nos arrière-grands-parents, se reposer uniquement sur cette maîtrise classique, ça semble un peu illusoire, non? c'est le grand paradoxe de l'alimentation contemporaine. Et en fait, c'est précisément ce qui légitime la supplémentation moderne. Pas comme un substitut au repas, mais comme un optimiseur de terrain. Un optimiseur, j'aime bien le terme. L'objectif, c'est de combler le déficit des sols ou de soutenir un organisme soumis à une pression anormale. Un pic de stress au boulot, une saison froide, une charge sportive extrême. D'accord. Mais comment on fait pour que cet optimiseur, isolé dans sa gélule, soit toléré par le corps? Il faut duper le corps. Il faut recréer artificiellement les conditions de cette fameuse matrice. Par exemple, la source recommande d'ingérer les vitamines liposolubles, celles qui aiment le gras, au beau milieu d'un repas contenant des graisses saines. Genre avec de l'huile d'olive ou de l'avocat? Tout à fait. Ça force le déclenchement des sucs biliaires et ça assure la dissolution de la vitamine, mimant ainsi son état naturel. Il faut travailler de concert avec le corps et non forcer le passage. Mais là où cette exploration documentaire prend une dimension presque vertigineuse, je dirais, c'est lorsqu'elle anéantit complètement l'idée d'un dosage universel. C'est vraiment la fin du taille unique en matière de santé. Oh oui, la nutrigénomique a complètement rebattu les cartes. Notre propre ADN détermine physiquement la rentabilité de chaque nutriment qu'on ingère. Le texte s'attarde d'ailleurs sur un exemple frappant, le gène MTHFR. Attends, arrêtons-nous là-dessus, parce que le nom fait un peu peur à lire. MTHFR. Tu es vraiment en train de dire que quelqu'un pourrait acheter la vitamine B9 la plus chère du marché, l'avaler religieusement tous les matins, et que son corps n'en ferait rigoureusement rien. C'est exactement ça. Mais comment c'est biologiquement possible, soit? C'est possible. Parce que la forme synthétique de l'acide folique, donc la vitamine B9 standard qu'on trouve partout, elle doit subir une conversion biochimique pour devenir active dans le corps. Et devine quoi? Le gène MTHFR commande l'enzyme responsable de cette conversion. Ah, je vois le problème arriver. Oui, une part très significative de la population possède une variation génétique qui rend cette enzyme défectueuse. Donc chez ces personnes, la vitamine B9 s'accumule dans le sang sous une forme inactive, totalement inutile, tandis que les cellules, elles, crient famine. C'est fou. Sans la bonne ligne de code génétique, le nutriment est aveugle. Parfaitement résumé. Et la complexité ne s'arrête même pas à notre ADN. Elle s'étend aussi à notre microbiote intestinal, qui agit comme un immense filtre membranaire. Le rôle de filtre, oui.
L'article précise d'ailleurs que si l'écosystème bactérien de l'intestin est en état de dysbiose, s'il est déséquilibré, l'absorption de certains principes actifs peut s'effondrer de 50%. La moitié de la gélule ne traverse même pas la paroi intestinale. Elle part aux toilettes. C'est pour cette raison qu'en cette année 2026, l'utilisation systématique de bilans biologiques et d'analyse du microbiote avant toute supplémentation, ce n'est plus un luxe, c'est carrément le prérequis absolu pour savoir ce que l'on fait. Si l'on relie ça à la situation globale, on comprend pourquoi les promesses généralistes imprimées en gros caractères sur les flacons de l'industrie sont juste intenables. Un organisme est régi par son code génétique, l'état de sa flore intestinale et son usure métabolique du moment. Donc le concept de dosage standard pour monsieur et madame tout le monde, Une affirmation universelle sur une boîte relève donc par définition de l'imposture scientifique. c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, sachant à quel point notre biologie interne est un labyrinthe sur mesure, la question qui s'impose à quiconque lit une étiquette est évidente. Comment repérer le mirage marketing? Surtout quand une boîte affiche fièrement le fameux tampon scientifiquement prouvé. Ah, ce tampon. Il a le don d'endormir notre esprit critique en un dixième de seconde, ce truc. Le vernis scientifique est l'arme la plus redoutable du marketing moderne. Mais l'article de Supernutrition nous apprend à séparer la vraie science de la poudre aux yeux. Et la distinction cruciale, elle repose sur le type d'étude menée. Dis-nous en plus. Il y a une galaxie de différence entre un résultat obtenu in vitro et un essai clinique randomisé en double aveugle directement chez l'être humain. Une étude in vitro, juste pour clarifier pour notre auditoire, c'est l'expérience réalisée dans une boîte de pétri sur des cellules isolées. C'est sûr que si on verse un composé chimique directement sur une cellule sans défense dans un laboratoire, la réaction va être spectaculaire. C'est évident, mais ça ne dit absolument rien sur ce qui se passe quand ce même composé doit survivre aux bains d'acide de notre estomac et aux barrières enzymatiques de notre foie. C'est là que l'EFSA intervient. Tout à fait. C'est le rôle de l'EFSA de faire le tri. Les allégations de santé ne sont autorisées que si le lien de cause à effet est indiscutable, une fois que la molécule est ingérée par la voie digestive humaine complexe. Et le document met en garde contre une autre technique de manipulation qui est extrêmement répandue, la confusion volontaire entre le poids brut d'une plante et la concentration réelle de l'extrait actif. Sadako Noadon donne d'ailleurs l'exemple édifiant du curcuma. Ah, le classique du curcuma. Le piège du poids total. Tu regardes l'étiquette, elle hurle en lettres capitales 1000 mg de curcuma. Donc toi, tu te dis « Ah super, ça a l'air d'une puissance thérapeutique colossale. » Alors que pas du tout. Bah non, parce qu'en réalité, si le fabricant s'est contenté de réduire la racine brute en poudre, la quantité de la fameuse molécule active, la curcumine, elle est dérisoire. Une toute petite gélule affichant humblement 200 mg de curcumine pure écrasera la racine brute en termes d'efficacité biologique. C'est une question de concentration. Et pour s'assurer de cette concentration, la source insiste sur une méthode bien spécifique, la standardisation HLPC. Oula, pause. HLPC. Chromatographie liquide haute performance, c'est ça? Oui, la chromatographie liquide haute performance. Pour notre passionné d'apprentissage qui nous écoute et qui n'a pas forcément un doctorat en chimie analytique, qu'est-ce que ce charabia signifie concrètement quand on le lit sur une étiquette? Concrètement, c'est la fin de la roulette russe végétale. La roulette russe, carrément. Bah oui, parce que dans la nature, une même plante produira plus ou moins de principes actifs selon son exposition au soleil, l'humidité de la saison en cours ou la richesse du sol. Sans la standardisation HLPC, la première gélule de ton flacon pourrait être surpuissante et la dernière totalement inerte. Ah oui, l'angoisse. Donc la méthode HPLC, c'est quoi? Un genre de filtre? C'est un scanner moléculaire qui garantit que le profil biochimique est rectifié et stabilisé en laboratoire. Grâce à ça, on a la certitude mathématique que chaque prise délivre très exactement la concentration promise. Et ce, indépendamment des aléas de la récolte. D'accord, c'est hyper rassurant. Et c'est justement cette rigueur technique qui nous amène à déconstruire une autre croyance qui est vraiment solidement ancrée chez nous, l'effet de halo rassurant des pharmacies. Ah, la fameuse croix verte. Exactement. On a tous tendance à croire qu'un produit acheté sous une croix verte clignotante bénéficie d'une sorte de noblesse biochimique automatique. Mais l'article clarifie très bien les choses. Le réseau pharmaceutique garantit la sécurité sanitaire grâce au contrôle rigoureux de la DGCCRF. C'est vrai. La sécurité, oui. Ce qui signifie l'absence de toxicité aiguë ou de poison dans le pot.
Mais attention, la sécurité ne garantit en rien la performance métabolique. C'est là qu'est le piège. Le commerce pharmaceutique, il doit proposer des solutions adaptées à tous les portefeuilles. Ça inclut donc des produits d'entrée de gamme. Prenons le magnésium par exemple. Le grand classique. Un oxyde de magnésium, même s'il est conseillé par un professionnel en blouse blanche au comptoir d'une officine, ça demeure l'une des formes les moins bien assimilées par le métabolisme humain. Il va surtout provoquer un désordre intestinal bien avant de recharger les cellules nerveuses, on est d'accord? Exactement. Direction les toilettes. D'un point de vue de la biodisponibilité, cet oxyde sera infiniment inférieur à un bisglycinate de magnésium de haute technologie, même si ce fameux bisglycinate n'est disponible que sur la boutique en ligne d'un laboratoire de poing. Donc la pharmacie ne fait pas tout. Non. Le document liste 3 critères inflexibles pour juger un produit, quel que soit son point de vente final. Premièrement, la qualité des sels. Il faut exiger les formes organiques ou aminées plutôt qu'inorganiques. D'accord. Deuxièmement, l'éviction totale d'excipients polémiques. On fuit le dioxyde de titane ou les stéarates qui encombrent le foie pour rien. Et le troisième? La transparence intégrale. Il faut que la marque fournisse des certificats d'analyse tiers mis à la disposition immédiate du public. S'ils cachent leurs tests, c'est mauvais signe. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire dans la vraie vie? Imaginons que quelqu'un ait fait analyser son sang, étudier son microbiote, contourner tous les pièges marketing et enfin acheter le complément parfait, standardisé en HPLC. Le parcours du combattant est réussi. Voilà. Mais il reste le dernier rempart, la dernière manière de tout gâcher bêtement, prendre sa gélule au mauvais moment. La source propose un véritable mode d'emploi de ce qu'elle nomme l'ingénierie du quotidien. La chrononutrition. Si l'on relie ça à la situation globale, c'est vraiment l'art d'aligner l'apport chimique sur notre propre horloge biologique. Le corps, il fonctionne par marée physiologique. Des marées, comme l'océan. C'est ça, le matin, c'est la marée haute de l'activation. C'est marqué par le pic naturel de cortisol, l'hormone de l'éveil. Donc c'est la fenêtre de tir idéale pour les nutriments stimulants, comme la vitamine C, qui va accompagner cette mise en route. C'est logique. C'est aussi le moment clé pour les probiotiques, qu'il faut absolument ingérer à jeun. Pourquoi? Parce que l'estomac vide produit beaucoup moins d'acide. Ça permet aux bactéries fragiles de survivre à la traversée gastrique pour atteindre l'intestin sain et sauf. Et le soir, j'imagine que le mécanisme s'inverse? Complètement. Le corps prépare son architecture de réparation. Avaler de la vitamine C à 20 heures, c'est un non-sens chronobiologique total. Ça empêche de dormir, quoi. Voilà. Le soir, on privilégie le magnésium pour relâcher la pression sur le système nerveux central. Et on intègre les oméga-3 au dîner car la reconstruction de nos membranes cellulaires, elle s'opère pendant la nuit. Mais l'ORAR ne fait pas tout, si j'ai bien compris le document. Il y a aussi tout un volet sur les interactions entre les molécules. Ah oui, la chorégraphie des interactions, hein. Certaines molécules s'adorent et décuplent leurs effets mutuels. Par exemple, la vitamine D3 réclame la présence de la vitamine K2 pour diriger le calcium vers les os et non vers les artères, où il pourrait se calcifier. Ah oui, c'est hyper important. Et le fer avec la vitamine C, non? Exact. Le fer voit son taux d'absorption littéralement exploser s'il est escorté par la vitamine C. Mais à l'inverse, attention, il y a des guerres de territoire. Des molécules qui se détestent. C'est ça. Le fer, par exemple, c'est un minéral hyper capricieux. S'il est ingéré en même temps que du calcium, les deux entrent en compétition frontale au niveau des transporteurs intestinaux dont on parlait tout à l'heure. Les fameuses petites portes. Voilà, ils se battent pour la même porte et l'assimilation globale s'effondre. De même, les tanins du thé ou du café agissent comme des chélatants redoutables. Des chélatants? Ça veut dire qu'ils emprisonnent le fer et l'empêchent purement et simplement de passer dans le sang. Il faut donc imposer des heures d'écart entre ces prises. Ton complément de fer et ton café matinal, c'est pas en même temps. C'est bon à savoir. Dans son article, la Facu de Supernutrition prend aussi le temps de balayer quelques peurs un peu irrationnelles, notamment celle de la prise de poids. Je l'entends souvent, celle-là. Est-ce qu'une cure de vitamines fait grossir? Hein, ce fameux mythe. L'explication métabolique de la source est implacable. Les vitamines et les minéraux ne contiennent aucune calorie. Zéro. Ils ne peuvent matériellement pas se transformer en graisse. C'est physiquement impossible. Mais du coup, pourquoi certains n'ont plus faim? La source explique que si une sensation de faim inhabituelle survient lors d'une cure, c'est simplement le métabolisme des glucides qui, enfin sorti de sa carence, se remet à tourner à plein régime. Et logiquement, un moteur qui tourne réclame du carburant. C'est le signe que ça fonctionne en fait. Une autre angoisse très répandue qu'aborde le texte, ça concerne les troubles digestifs.
Beaucoup de gens abandonnent le magnésium à cause de violentes douleurs intestinales. Oui, on en parlait tout à l'heure avec l'oxyde. Exactement. La source explique le mécanisme sous-jacent. C'est l'effet osmotique. Les formes inorganiques, comme le magnésium marin, qui est pourtant super populaire, ont la propriété d'attirer violemment l'eau depuis les tissus environnants vers la lumière de l'intestin. Ah, donc ça crée un afflux de liquide. Un énorme afflux liquidien qui accélère le péristaltisme. En termes simples, ça provoque des urgences digestives pas très agréables. D'où la nécessité de changer de forme. La solution, rendue hyper accessible grâce aux avancées de 2026, c'est de basculer vers des formes aminées. Un bisglycinate de magnésium, par exemple, il est lié à un acide aminé. Il emprunte une voie d'absorption différente, beaucoup plus pacifique, qui n'attire pas l'eau. Ça préserve totalement le confort intestinal. Ce qui amène finalement à la question de la rythmique globale. Faut-il devenir un réceptacle à gélules toute l'année non-stop? Surtout pas. Le document impose une démarcation très stricte à ce sujet. Pour les molécules hydrosolubles, donc celles que le corps est incapable de stocker, comme la vitamine C ou certaines souches de bactéries pour le microbiote, un apport quotidien continu est justifié. Mais pour l'artillerie lourde, Les minéraux et les vitamines liposolubles, oui. pour cela, la saturation métabolique guette. La règle préconise des cycles de 3 mois, entrecoupés de vraies fenêtres de repos. Le corps doit pouvoir respirer, tu vois. Il faut relancer ses propres processus de régulation autonome. C'est l'essence même de l'équilibre. En somme, pour quiconque souhaite tirer parti de cette immense base de connaissances, la leçon de l'année 2026 est fulgurante de clarté. L'époque où l'on jouait aux apprentis chimistes en empilant des boîtes colorées au fond du placard de la cuisine, c'est révolu. Gérer sa vitalité aujourd'hui exige de devenir l'ingénieur en chef de son propre écosystème biologique. C'est une belle façon de le formuler. En s'appuyant sur des biomarqueurs réels, comme la mesure précise de sa ferritine ou de son taux sanguin de D3, et en comprenant ces fameux mécanismes de standardisation moléculaire, on déploie une stratégie d'une précision chirurgicale. On protège ainsi son foie de la toxicité, on neutralise le bruit assourdissant du marketing prédateur. Et on sauve son portefeuille surtout. Surtout, on sanctuarise son budget en investissant que dans les molécules dont notre ADN et nos cellules ont désespérément et prouvablement besoin. C'est quand même formidable. Et pourtant, cela soulève une question importante, vraiment. Une réflexion finale sur laquelle il serait fascinant de méditer pour tous ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. Si, grâce aux technologies incroyables de notre époque, notre capacité à disséquer notre ADN, à cartographier chaque souche bactérienne de notre microbiote et à quantifier la moindre de nos carences, nous permet désormais de concevoir, d'ingérer l'équation chimique absolue, le carburant parfait. Oui. À quel instant précis, notre rapport à l'acte de se nourrir risque-t-il de glisser vers un exercice purement algorithmique ? À force de vouloir optimiser chaque récepteur membranaire par des extraits titrés au microgramme près, ne prenons-nous pas le risque d'oublier que l'acte de manger, bien au-delà de sa précieuse matrice biologique, c'est avant tout une expérience culturelle, une expérience sensorielle et profondément sociale. C'est une excellente question. Maintenir l'équilibre entre cette haute précision de la longévité cellulaire et la poésie toute simple du plaisir de la table, ce sera sans doute le véritable défi de cette nouvelle ère.